Ouais, salut, c'est Cassius F. Tonvreli. On vient de te lire à l'instant le chapitre Bonheur et Société dans le fameux Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation. Et on lit le chapitre d'après, beaucoup plus court là tout de suite. Chapitre 4 de Malaise dans la civilisation, nommé Civilisation et frustration sexuelle. Cette tâche paraît colossale et, avouons-le, assez décourageante. Mais voici le peu que j'ai pu supposer. Dès lors que l'homme primitif a découvert qu'améliorer par le travail son sort sur la terre était, littéralement, entre ses mains, le fait qu'un autre travaille avec lui ou contre lui n'a pas pu lui être indifférent. L'autre a pris désormais pour lui la valeur du collaborateur avec qui la vie en commun était profitable. Même avant, dans les temps reculés où il ressemblait au singe, il avait pris l'habitude de former des familles dont les membres ont dû être ses premiers assistants. Il est probable que la création de la famille ait été liée au fait que le besoin de satisfaction génitale n'est plus apparu comme un visiteur inattendu et ne faisant, après son départ, plus parler de lui pendant longtemps, mais qu'il s'est, à un moment donné, installé chez l'individu. Il est probable que la création de la famille ait été liée au fait que le besoin de satisfaction génitale n'est plus apparu comme un visiteur inattendu et ne faisant, après son départ, plus parler de lui pendant longtemps, mais qu'il s'est à un moment donné installé chez l'individu. Ainsi le mâle a-t-il été poussé à garder la femme à ses côtés ou plus généralement les objets sexuels. Et les femelles qui ne voulaient pas se séparer de leurs petits sans défense ont dû aussi, dans l'intérêt de leur progéniture, rester avec les mâles les plus forts. Note, la périodicité organique de la sexualité est naturellement restée, mais son influence sur l'excitation sexuelle psychique s'est transformée plutôt en son contraire. Ce changement est avant tout lié au recul des stimulations olfactives, par lequel le processus menstruel affectait la psyché masculine. Leur rôle a été repris par les excitations visuelles. Leur rôle a été repris par les excitations visuelles, qui, à l'inverse des stimulations olfactives intermittentes, pouvaient conserver un effet permanent. Le tabou de la menstruation est né de ce déplacement organique en tant que défense contre une phase dépassée de l'évolution. Toutes les autres motivations sont probablement de nature secondaire. Ce phénomène se répète à un autre niveau quand les dieux d'une période révolue sont changés en démons. Le recul des stimulations olfactives semble résulter lui-même de l'époque où l'homme s'est détaché de la terre et a décidé de marcher debout, ce qui a rendu visibles ses parties génitales, nécessité leur protection et donc fait naître la pudeur. La verticalisation se produirait par conséquent au début du processus inévitable de civilisation. De là, l'enchaînement des événements passerait par la dépréciation des stimulations olfactives et l'isolement des femmes pendant les règles, puis par la prédominance des stimulations visuelles, la mise en évidence des parties génitales et enfin par la conscience de l'excitation sexuelle et la fondation de la famille, pour aboutir au seuil de la civilisation humaine. C'est seulement une hypothèse théorique, mais assez importante pour mériter d'être dûment vérifiée par l'examen des conditions. Pardon, c'est seulement une hypothèse théorique, mais assez importante pour mériter d'être dûment vérifiée par l'examen des conditions de vie des animaux les plus proches de l'homme.
De même, il y a visiblement un élément social dans le goût de la civilisation pour la propreté, qui trouve une justification après coup dans les considérations hygiéniques, mais qui s'était déjà manifesté avant la connaissance de l'hygiène. La recherche de la propreté naît du besoin de faire disparaître les excréments, dont la perception est devenue désagréable. Nous savons qu'il en va autrement chez l'enfant. Les déjections ne provoquent pas de répulsion chez lui, au contraire, il s'attache un grand prix à cette partie détachée de son corps. L'éducation insiste ici avec la plus grande énergie sur l'accélération de sa phase de développement ultérieure, laquelle doit dévaloriser les excréments et les rendre dégoûtants, affreux et répréhensibles. Un tel renversement des valeurs ne serait guère possible si ces substances issues du corps n'étaient pas condamnées par leur forte odeur à partager le sort réservé aux stimulations olfactives, dès lors que l'homme a accédé à la station debout. L'érotisme anal succombe donc tout d'abord au déplacement organique qui a ouvert la voie à la civilisation. Le facteur social qui veille à la transformation ultérieure de l'érotisme anal est attesté par le fait que, malgré tous les progrès de développement de l'homme, ce n'est guère l'odeur de ces excréments qui est le choc, mais seulement celle des déjections d'autrui. Le malpropre, celui qui ne cache pas ses excréments, offense par conséquent les autres, ne montre aucun égard pour eux, ce qu'expriment également les injures les plus fortes et les plus courantes. Il serait, qui plus est incompréhensible que l'homme ait fait une insulte du nom de son plus fidèle ami dans le règne animal, si le chien ne s'attirait pas son mépris pour la double raison que, bien que pourvu d'odorat, il n'a pas d'aversion pour ses déjections, ni honte de ses fonctions sexuelles. Dans ces familles primitives, il nous manque encore un trait majeur de la civilisation. L'arbitraire absolu du chef et du père. Dans Totem et Tabou, j'ai cherché à mettre en évidence comment cette famille est passée à l'étape suivante de la vie en commun, c'est-à-dire au pacte fraternel. Voir Sigmund Freud, Totem et Tabou, 1913. En terrassant le père, les fils ont découvert que l'union pouvait être plus forte que l'individu. La civilisation totémique repose sur les restrictions qu'ils ont dû mutuellement s'imposer pour préserver ce nouvel acquis. Les prescriptions taboues ont donc constitué le premier droit. La vie collective des hommes a ainsi été doublement fondée par la contrainte du travail liée à la nécessité et par la force de l'amour, l'homme ne voulant pas se passer de l'objet sexuel donné par la femme, et celle-ci refusant de se priver de l'enfant, cette partie d'elle-même détachée de son corps. La vie collective des hommes a ainsi été doublement fondée par la contrainte du travail. La vie collective des hommes a ainsi été doublement fondée par la contrainte du travail liée à la nécessité et par la force de l'amour. L'homme ne voulant pas se passer de l'objet sexuel donné par la femme, et celle-ci refusant de se priver de l'enfant, cette partie d'elle-même détachée de son corps. Voilà comment Eros et Ananke sont devenus les parents de la civilisation humaine. La nécessité réelle, la réalité extérieure, ce à quoi
L'infance est livrée à la butée à laquelle l'individu sera confronté, non pardon, à la nécessité réelle, la réalité extérieure, ce à quoi l'infant, je sais pas, est livré à la butée à laquelle l'individu sera confronté tout au long de son existence. La civilisation humaine a dû sa première réussite au fait qu'un plus grand nombre d'hommes ont pu rester en communauté. Et comme les deux grandes forces y ont contribué, on pouvait s'attendre à ce que l'évolution suivante, l'amélioration de la maîtrise du monde extérieur et l'augmentation du nombre des hommes inclus dans la communauté, se fassent sans encombre. Et comme les deux grandes forces y ont contribué, on pouvait s'attendre à ce que l'évolution suivante, l'amélioration de la maîtrise du monde extérieur et l'augmentation du nombre des hommes inclus dans la communauté, se fassent sans encombre. Il n'est pas non plus facile de comprendre comment cette civilisation peut apporter autre chose que du bonheur à ses membres. Il n'est pas non plus facile de comprendre comment cette civilisation peut apporter autre chose que du bonheur à ses membres. Avant de chercher d'où peut venir une perturbation, faisons une parenthèse sur la reconnaissance de l'amour en tant que fondement de la civilisation, pour combler une lacune laissée dans une considération précédente. Nous avons dit que la découverte de l'amour sexuel génital offrait à l'homme les plus fortes expériences de plaisir, qu'elle lui donnait l'exemple du bonheur absolu, et devait l'inciter à le chercher dorénavant dans ce domaine, en plaçant l'érotisme génital au centre de sa vie. Nous ajoutons qu'il se rendrait ainsi dangereusement dépendant d'une partie du monde extérieur, c'est-à-dire de l'objet d'amour qu'il a choisi, si l'infidélité ou la mort le lui enlevait, ou si l'être aimé le dédaignait. Voilà pourquoi les sages de tous les temps nous ont déconseillé expressément de suivre ce mode de vie. Mais il n'a pas pour autant perdu son attrait pour de nombreux humains. Il est quand même permis à une petite minorité, il est quand même permis à une petite minorité d'êtres de trouver, grâce à leur constitution, le bonheur par la voie de l'amour. Ce qui demande toutefois de vastes modifications psychiques de la fonction amoureuse. Ces personnes se rendent indépendantes du consentement de l'objet en déplaçant la valeur centrale du fait d'être aimé sur l'amour lui-même. Ces personnes se rendent indépendantes du consentement de l'objet en déplaçant la valeur centrale du fait d'être aimé sur l'amour lui-même. Elles se protègent contre la perte en vouant leur amour, non pas à des objets précis, mais pareillement à tous les hommes, évitant ainsi les fluctuations et les déceptions de l'amour génital, qu'elles détournent du but sexuel en transformant l'instinct en pulsion inhibée. Ce qu'elles établissent par là en elles-mêmes, un état de sentiment affectueux, tempéré et inébranlable, n'a plus beaucoup de ressemblance avec la fougueuse vie amoureuse génitale dont il est pourtant dérivé. Peut-être est-ce saint François d'Assise qui a allé le plus loin dans cet usage de l'amour au profit du bonheur intérieur. Ce que nous percevons comme une technique d'accomplissement du principe de plaisir est aussi très souvent mis en rapport avec la religion, avec laquelle il peut être lié dans les religions lointaines où l'on néglige la différence entre le moi et les objets, et entre les objets eux-mêmes. Un point de vue éthique, dont nous verrons bientôt la motivation profonde, se plaît à considérer cette faculté d'amour universel pour le monde et l'humanité comme la plus noble attitude à laquelle l'homme peut s'élever.
Mais nous tenons d'ores et déjà à exprimer nos deux principaux doutes à cet égard. Un amour qui ne choisit pas nous paraît perdre une partie de sa valeur, du fait qu'il n'est pas juste envers son objet. Et de plus, tous les humains ne sont pas dignes d'être aimés. Cet amour qui a fondé la famille demeure encore actif dans la civilisation, aussi bien dans sa première expression, où il ne renonce pas à la satisfaction sexuelle directe, que dans celle modifiée d'affection inhibée détournée de son but. Ainsi, sous les deux formes, il poursuit sa fonction de regrouper un plus grand nombre d'hommes, et ce plus puissamment que n'y parvient l'intérêt du travail en commun. Le laisser-aller de la langue dans l'utilisation du mot amour trouve d'ailleurs une justification génétique. On nomme ainsi la relation entre l'homme et la femme qui ont formé une famille sur la base de leurs besoins génitaux, mais également les sentiments positifs entre parents et enfants et entre frères et sœurs, bien qu'il faille qualifier cette relation d'affection ou d'amour détourné de son but. Ce dernier était même à l'origine un amour au sens complet du terme, il l'est toujours encore dans l'inconscient des hommes. Les deux formes, au sens plein, et l'amour inhibé détourné de son but, dépassent le cadre familial pour établir de nouveaux liens avec des êtres jusqu'alors étrangers. La première conduit à la formation de nouvelles familles et la seconde mène à des amitiés qui sont importantes pour la civilisation, car elles échappent à beaucoup de restrictions de l'amour génital, comme par exemple celle de l'exclusivité. Mais au cours de l'évolution, le rapport de l'homme avec la civilisation perd sa... Pardon, je déconne là, mais au cours de l'évolution, le rapport de l'amour avec la civilisation perd sa clarté. D'un côté, l'amour s'oppose aux intérêts de la civilisation, et de l'autre, celle-ci le menace de sévères restrictions. Cette rupture semble inévitable, mais sa cause n'est pas immédiatement discernable. Elle se traduit d'abord par un conflit entre la famille et la communauté plus vaste à laquelle appartient la personne. Nous avons déjà distingué qu'une des tendances majeures de la civilisation consiste à concentrer les hommes dans de grandes unités. Mais la famille ne veut pas libérer l'individu. Plus grande est la cohésion de ses membres, plus ils sont portés à s'isoler des autres et plus ils ont du mal à entrer dans le milieu plus vaste. Le plus ancien mode de vie commune, phylogénétiquement parlant, le seul qui existe dans l'enfance, résiste à se voir remplacé par le stade civilisé d'acquisition plus tardive. Se séparer de la famille est un problème pour chaque adolescent, et la société l'aide souvent à le résoudre par des rituels pubertaires et des rites de passage. Il semble qu'il s'agisse d'une difficulté liée à chaque évolution psychique et au fond aussi à chaque développement organique. De plus, les femmes viennent bientôt s'opposer au cours de la civilisation, en déployant leurs influences pour le retarder et le freiner. Ces mêmes femmes qui avaient jeté au départ les fondements de la civilisation, grâce aux exigences de leur amour. Ce sont elles qui défendent les intérêts de la famille et de la vie sexuelle. À l'inverse, le travail de civilisation est devenu de plus en plus l'affaire des hommes. Il leur impose des tâches toujours plus dures et les force à sublimer leurs pulsions, ce dont les femmes sont peu capables.
Et comme l'homme ne dispose pas d'une quantité d'énergie psychique illimitée, il doit s'acquitter de ses tâches au moyen d'une répartition libidinale appropriée. Ce qu'il emploie à des fins civilisatrices, il le soustrait en grande partie aux femmes et à la vie sexuelle. Sa fréquentation constante des autres hommes, le fait qu'il dépende de ses rapports avec eux, le détourne même de ses tâches de mari et de père. La femme se voit donc repoussée à l'arrière-plan par les exigences de la civilisation et développe envers elle une relation hostile. Quant à la civilisation, sa tendance à restreindre la vie sexuelle n'est pas moins évidente que sa propension à élargir le cercle civilisé. Déjà, sa première phase, celle du totémisme, avait fait naître l'interdit du choix d'objets incestueux, peut-être l'amputation la plus drastique que la vie amoureuse humaine ait subie dans l'histoire. Par le tabou, la loi et l'usage, d'autres limitations ont été créées qui frappent les femmes comme les hommes. Par le tabou, la loi et l'usage, d'autres limitations ont été créées qui frappent les femmes comme les hommes. Toutes les civilisations ne vont pas aussi loin dans ce domaine. Toutes les civilisations ne vont pas aussi loin dans ce domaine. La structure économique de la société exerce aussi une influence sur la marge de liberté sexuelle restante. Nous savons déjà qu'en l'occurrence, la civilisation cède à la contrainte de la nécessité économique, car elle doit soustraire à la sexualité une grande quantité de l'énergie psychique dont elle se sert elle-même. En cela, la civilisation se comporte envers la sexualité comme une tribu ou une couche de population qui en a soumis une autre à son exploitation. La peur du soulèvement de l'opprimé porte à prendre de sévères mesures de précaution. Notre civilisation occidentale européenne marque une apogée de cette évolution. Il est psychologiquement parfaitement légitime qu'elle s'attache à réprouver la vie sexuelle infantile, car elle n'a aucune chance de freiner les grands désirs sexuels de l'adulte si elle n'a pas déjà préparé le terrain dans l'enfance. Mais il n'est en rien justifiable que la société civilisée aille jusqu'à nier ces phénomènes aisément constatables et même frappants. Le choix d'objet de l'individu sexuellement mûr est limité au sexe opposé, et les principales satisfactions extragénitales sont jugées perverses et prohibées. L'exigence d'une vie sexuelle pareille pour tous, exprimée par cet interdit, passe sur les différences dans la constitution sexuelle innée et acquise, prive beaucoup d'hommes du plaisir sexuel et donne lieu ainsi à une grave injustice. Ces mesures restrictives pourraient avoir pour conséquence que chez les hommes normaux, qui ne souffrent pas d'empêchement constitutionnel, tout l'intérêt sexuel afflue sans déperdition dans les canaux laissés ouverts. Mais ce qui échappe à la proscription, l'amour génital hétérosexuel, est encore entravé par la restriction de la monogamie et de la légitimité. La civilisation actuelle donne clairement à entendre qu'elle ne permet que les relations sexuelles fondées sur un seul lien unique entre un homme et une femme, qu'elle ne veut pas de la sexualité comme source de plaisir autonome, et qu'elle n'est disposée à la tolérer qu'en tant que mode de multiplication des hommes jusqu'à présent irremplacés. C'est naturellement un extrême. On sait que cela s'est avéré infaisable, même sur de brèves périodes.
Seuls les faibles se sont soumis à une ingérence aussi grande dans leur liberté sexuelle, et les natures plus fortes l'ont fait à l'unique condition d'obtenir une compensation dont on pourra parler plus tard. La société civilisée s'est vue contrainte d'admettre tacitement de nombreuses violations qui auraient dû tomber sous le coup de ces lois. Mais on ne doit pas non plus verser dans l'autre extrême en présumant que cette attitude restrictive est somme toute anodine, car elle n'atteint pas tous ses buts. Elle nuit quand même fortement à la vie sexuelle de l'homme civilisé, qui donne quelquefois l'impression d'être une fonction en régression, comme semble-t-il les organes de notre chevelure et de notre dentition. On est probablement en droit de supposer que sa valeur en tant que source de bonheur et dans l'accomplissement du but de notre vie a sensiblement diminué. Et on croit parfois percevoir que ce n'est pas seulement le poids de la civilisation, mais aussi un facteur dans la nature de la fonction elle-même, qui nous refuserait la pleine satisfaction et nous porterait vers d'autres voies. Mais je peux me tromper, il est difficile d'en juger. Note de fin du chapitre. Les remarques suivantes sont destinées à étayer l'hypothèse exprimée ci-dessus. L'homme est lui-même une créature animale au penchant distinctement bisexuel. L'individu consiste en une fusion de deux moitiés symétriques, dont l'une, d'après de nombreux chercheurs, est purement masculine et l'autre féminine. Il est possible que chaque moitié ait été hermaphrodite à l'origine. La sexualité est une réalité biologique qui, bien qu'extrêmement importante pour la vie de l'âme, est psychologiquement difficile à comprendre. Nous avons coutume de dire que chaque homme présente des élans pulsionnels et des besoins et des attributs aussi bien masculins que féminins, mais que si l'anatomie peut mettre en évidence le caractère du masculin et du féminin, ce n'est pas le cas de la psychologie. Pour elle, la divergence sexuelle importe moins que le contraste de l'activité et de la passivité. Pour la psychologie, la divergence sexuelle importe moins que le contraste de l'activité et de la passivité, par lequel, sans trop réfléchir, nous associons sommairement l'activité et la virilité, la passivité et la féminité, ce qui est loin de se vérifier entièrement dans le règne animal. La théorie de la bisexualité est encore largement peu connue, et le fait qu'elle n'ait pas encore trouvé de lien avec la théorie des pulsions freine gravement l'avancée de la psychanalyse. Quoi qu'il en soit, si nous admettons que l'individu veut satisfaire dans sa vie sexuelle des désirs tant masculins que féminins, nous sommes prêts à accepter l'éventualité qu'ils ne seront pas comblés par le même objet, et qu'ils se gênent mutuellement quand on ne parvient pas à les distinguer et à guider chacune de ces pulsions dans la voie appropriée. Une autre difficulté découle du fait que la relation érotique, en plus de sa propre composante sadique, s'accompagne très souvent d'une agressivité directe. L'objet d'amour ne montrera pas autant de tolérance et de compréhension vis-à-vis de ses complications que cette paysanne qui se plaint que son mari ne l'aime plus car il y a une semaine qu'il ne l'abat plus. Mais l'hypothèse la plus profonde, liée à l'exposé de la note de la page 98, est celle qui pose qu'avec la verticalisation de l'homme et la dévalorisation de l'odorat,
la sexualité entière, pas seulement l'érotisme anal, a menacé d'être victime du refoulement organique. Si bien que depuis lors, la fonction sexuelle se double d'une répugnance qui n'est pas autrement fondée, empêchant une satisfaction totale et écartelante du but sexuel pour la porter à des sublimations, à des déplacements libidinaux. Mais l'hypothèse la plus profonde, liée à l'exposé de la note de la page 98, est celle qui pose qu'avec la verticalisation de l'homme et la dévalorisation de l'odorat, la sexualité entière, pas seulement l'érotisme anal, a menacé d'être victime du refoulement organique. Si bien que, depuis lors, la fonction sexuelle se double d'une répugnance qui n'est pas autrement fondée, empêchant une satisfaction totale et écartant l'homme du but sexuel pour le porter à des sublimations et des déplacements libidinaux. Je sais que Bleuler, dans Der Sexual Widerstand, a déjà signalé l'existence de cette attitude de rejet primitive. Tous les névrosés et bien d'autres personnes sont choqués par le fait qu'interurina et faces nascimur, nous naissons entre l'urine et les fesses. Les organes génitaux produisent également des odeurs puissantes que beaucoup d'hommes ne supportent pas et qui les dégoûtent du rapport sexuel. La racine la plus profonde du refoulement sexuel progressif qui a accompagné la civilisation serait donc la défense organique de la nouvelle forme de vie acquise avec la marche verticale contre l'existence animale précédente. Une constatation scientifique qui coïncide curieusement avec des préjugés banals que l'on entend souvent. Mais ce sont pour l'instant des hypothèses incertaines que la science n'a pas encore confirmées. Il ne faut pas non plus oublier que malgré la dévalorisation indéniable des stimulations olfactives, il y a même en Europe des peuples qui trouvent beaucoup de charme aux fortes odeurs génitales qui nous répugnent tant et qui ne veulent pas s'en passer.